faire un livre. 1, 2, 3. D'abord, ça commence mal. J'ai été dans toute la baraque, j'ai trouvé des Faulkner dans tous les coins, recoins, mais celui que je cherchais, je ne l'ai pas trouvé. Ce que j'aime bien, c'est les anciens Penguin. J'aime beaucoup cette maquette avec une espèce d'illustration sans marge. Requiem for an Ungodden Mises. Et évidemment, heureusement, The Sound and the Fury. Et j'en ai beaucoup de ces Penguins. Bon, Malcolm Lowry, en dessous du volcan. Dark as the grave where my friend is laid. Etc. Et Laurence Stern, Tristram Shandy. J'avais oublié que je l'avais. Et ce que je cherchais, As I lay dying, tandis que j'agonise. C'est de ça dont je voudrais parler. Alors pourquoi je ne le retrouve pas? Parce que pendant un temps, j'ai fait une série de photos, mais avant de passer vraiment à la vidéo, donc probablement je l'avais sorti des Faulkner, j'étais sûr qu'il était là-bas, il n'y était pas. Peut-être qu'à un moment donné, des fois je mets mes livres un peu face, comme ça me sert un peu, ça fait des trucs un peu fétiches. Bon, bah, il reviendra. Hein. Plusieurs points. Le premier, c'est que pour l'instant, on avance par saut discontinu. Au titre du roman, on était discontinu aussi, sur des techniques, des points de narration, mais chaque fois on partait du point de narration, et c'est ça qui assemblait un bout de récit. Ça s'est rejoint, pour d'autres ça ne se rejoignait pas. En tout cas, c'est ça qui, pour moi, a engendré le souhait de ce travail particulier. C'est-à-dire qu'on prend un point arbitraire d'entrée, je sais que certains ou certaines l'ont repris, l'ont réaménagé, grossi, ça fait rien, c'est arbitraire. Et bien sûr, on ne va pas se laisser enfermer dans ce point de départ. Simplement, moi je tenais à ce qu'il soit comme ça, pour garder une certaine forme aussi de liberté formelle, qu'on ne soit pas ancré dans une sorte d'idée préconçue du roman, qu'on garde l'idée qu'on est dans l'écriture contemporaine et que la forme écrit le livre avant nous, plutôt que nous. C'est pour ça que j'ai pas voulu de nom, prénom, et que j'ai voulu un archétype. Est-ce que cet archétype nous enferme? Non, puisqu'il y a autant de points de départ ou de situations différentes qu'il y a de participantes et participants. Est-ce que chacun d'entre nous, ça nous enferme pour la suite de l'exercice? Pas forcément. Toutes les bousculades, tous les renversements, tout ça, on va pouvoir les accepter. Ce qu'il était important pour moi de dire, c'est que on ne constitue pas un livre d'après une façon linéaire d'avancer. Là, pour l'instant, on avance par saut discontinu. Premier saut, quelqu'un arrive quelque part. Deuxième saut, on s'installe dans ce réel-là dont il était question, eh bien, tout ce qu'on ne sait pas et qui vient sourdre là, derrière les fenêtres, les façades, les murs. C'est pas facile? Bah ouais, mais ce sera bien pire dans la suite. Et le point 3, aujourd'hui, justement, on ne cherche pas de continuité. On ne cherche pas un emboîtement. On va se saisir d'une forme. Justement, on va mettre en avant, là, dans les 2-3 à venir, ce principe d'autonomie de la forme. Pour qu'ensuite, vous ne soyez pas vous seul à écrire, qui est vous et votre forme. Et que s'il y a une manière générative qui s'installe, eh bien, elle est justement dans cet écart, cette distension. C'est des mots un peu confus, c'est pas grave, de toute façon, on arrive à l'exercice. Ce qui était vraiment important pour moi de souligner, c'est que pas de panique à bord. Pour que ce soit un livre, eh ben, c'est au bout le livre. C'est pas en cours de route. On n'a pas besoin que ça ressemble tout de suite à un livre. Et que la discontinuité, formellement, c'est peut-être même plus important, générativement, que la suite linéaire. Une suite linéaire, elle se contient tout entière, elle s'épuise. Nous, on va gérer des blocs qui vont au contraire entrer en composition musicale, développer, et c'est là que ça va commencer. Je vous l'ai dit, on y va doucement. Simplement maintenant, on va laisser monter, j'allais dire, le bruit de la forme. Où je vais avec ça? Pourquoi mon Faulkner? On est en 1929 et surgit. Oui, on est juste après la mort de Marcel Proust, un peu plus tôt, la mort de Franz Kafka un peu plus tôt. On est dans le moment où va apparaître
en Europe, le Ulysses de Joyce, il y a des grands coups de boutoir là qui éclatent. Et on en verra d'autres. On verra Antonin Artaud en progression, on verra Francis Ponge, etc. Tout ça, c'est dans cette même là frange de temps. On est juste après le surréalisme, tout ça. Vous voyez, on ne sait pas pourquoi il y a ces espèces de grands remuements et qui prennent comme ça des formes d'explosion un peu chaotiques. Mais en tout cas, nous, revenir à ces formes-là de surgissement et de chaos, eh bien, c'est ce dont on a besoin pour maintenant, pour nous, pour avancer là tout de suite. On va entendre ces vrombissements de gros chaos, et puis c'est ça qui va nous permettre, quoi, d'en faire autant? Non, d'accepter intérieurement que ce qui surgisse nous dérange, nous trouble, que ce qui surgisse, on le trouve maladroit, fragile, limité. Non, non, c'est justement pour ça qu'on va suivre ces pistes-là. Alors, il se passe quoi à Oxford, Mississippi? C'est un drôle de gars, William Faulkner. Il a déjà écrit 5 ou 6 livres et publié 2 ou 3. Évidemment, chaque fois, ça se pète la figure. Il en avait tellement marre d'écrire pour rien qu'il s'est lancé dans une sorte de défi. Ce défi, c'est The Sound and the Fury. Vous savez, phrase de Shakespeare dans Macbeth. Le monde est un conte plein de bruit et de fureur et raconté par un idiot. Et justement, The Sound and the Fury, celui qui parle. Bon, trisomique, je sais pas, en tout cas, on cherche pas ça, c'est pas la question. Mais en tout cas, oui, cette personne dont le mental est handicapé n'est pas capable de trier sur les perceptions. Tous mes livres tombent en morceaux ici. N'est pas capable de trier l'instance temporelle, c'est-à-dire qu'il est accroché à un grillage, il y a un golf, et à chaque fois qu'il y a ce bruit de balle de golf, eh bien lui, il commute dans cette histoire qu'on va explorer, qui est une histoire sur une génération. Sa sœur, Caddy, a eu une petite fille, et puis le jour où elle a accouché, elle est partie. Donc on a appelé la petite fille Caddy, et puis débrouillez-vous avec 2 personnages qui, à une génération de distance, ont le même nom. Et ce monologue de Benji, évidemment, fait que Faulkner va être repoussé dans une espèce d'écart encore plus violent, trouvé à publier le livre, il ira s'humilier, dira mais est-ce qu'on peut mettre des couleurs d'encre différentes pour les différentes époques évoquées? Et puis, ce qu'il comprendra, c'est que justement, là, se raconter par un idiot qui prend lui littéralement au sérieux, même si c'est l'autre syntagme de la phrase de Shakespeare qui met en avant, et bien ensuite viendront les autres parties du livre, viendront le journal, enfin une espèce de récit de journée en continu d'un frère, donc un des personnages du premier monologue. Ça se terminera par le suicide de ce jeune étudiant, mais dans cette journée, on aura recomposé à l'envers, d'une autre façon, une des dimensions, une série d'éléments du monologue, et puis il y en a 2 autres qui suivent. On est en 1928, le livre vient juste d'être enfin publié, évidemment ça tombe à plat. Personne ne comprend rien. Qu'est-ce que c'est ce type qui écrit de l'illisible? Et effectivement, pourquoi ça nous dérange, le bruit et la fureur? Parce que quand vous entrez dans le monologue de Benji, vous demandez ce qui se passe. Même si vous savez le principe d'organisation du livre, vous avancez dans une matière-langue qui n'est pas résolvable à son principe narratif ou son principe d'écriture. Simplement, tout d'un coup, les mains qui s'accrochent au grillage, cette espèce d'archéologie familiale qui vous traverse derrière, et puis devant ces clowns qui jouent au golf avec la balle qui part, et puis le petit son, oui, la littérature a fait un pas en avant. Alors ensuite, Faulkner se lance dans un autre livre qui s'appelle Sanctuaire, qu'il considérera partir d'une histoire de faits divers, de jeunes filles, d'histoires de viol. Donc il reprend des thèmes aussi de Sound and the Fury en le poussant plus près. L'écriture va être très laborieuse, c'est-à-dire le livre sera
accepté par l'éditeur justement de The Sound and the Fury, malgré la très faible diffusion, mais Faulkner va en produire plusieurs versions, il va retravailler plusieurs étapes de dactylographie. En tout cas, en 1929, une première version de Sanctuaire doit être l'étape suivante, mais de fait, elle ne sera publiée que bien après As I Lay Dying, tandis que j'agonise. Alors, tandis que j'agonise, c'est une phrase qui vient de Homère, de l'Odyssée, une histoire d'Agamemnon, et pendant que je meurs, elle avec sa tête de chien, donc surgissement de visage déformé, animal, avec pourtant l'agonie inéluctable. Après, on ne va pas développer, Faulkner n'a jamais été si bavard que ça sur cette instance-là de la plus lointaine, du noyau le plus embryonnaire de la Genèse. En même temps, c'est aussi ce qu'il apporte à nous, littérairement. C'est-à-dire, tandis que j'agonise, par exemple, une figure tout aussi embryonnaire et par contre minuscule, qui ne servira à rien, un souvenir d'enfance, l'enterrement de la grand-mère, et puis pendant qu'on la mettait en bière, une petite cousine qui était montée tout en haut d'un arbre pour voir ce qui se passait dans la maison, et puis lui, le petit garçon, découvrant la culotte de la cousine, excusez-moi, si c'est avec ça qu'on fait un livre, ben ouais, mais en même temps, c'est ça, Faulkner. Alors, tandis que j'agonise, conditions concrètes d'écriture, justement, 5 livres publiés, ou 6, Sanctuaire qui tient pas, il en est conscient, et il cherche, et il s'escrime sur sa machine à écrire. Le bruit et la fureur, finalement, ça lui renvoie encore plus de négativité. Faulkner, celui on ne comprend rien à ce qu'il écrit. Et tu gagnes ta vie, il vient de se marier, enfin, il vient d'épouser Estelle et prendre à sa charge les 2 enfants d'un précédent mariage d'Estelle. Tu trouves un job à Oxford, Mississippi. À l'époque, l'électrification, ça commence à se faire. En France, c'est pareil à cette époque-là. C'est des gros monocylindres diesel. Les gros monocylindres diesel, avec une petite burette d'huile, là où ça frotte, tout ça, ça s'entretient, ça se surveille. Et le gros monocylindre entraîne une dynamo qui, elle, alimente en électricité la bourgade. La bourgade, dans les campagnes, on n'en est pas là. Donc il est gardien de nuit, et gardien de nuit, ça fait que tu viens à 10h du soir ou à 9h, puis en gros, le temps que tu prépares tous tes trucs, que tu fasses tes révisions, que tu contrôles, tout ça, disons qu'à partir de 11h du soir jusqu'à 4h du matin, il y a juste à attendre. Alors, il dit que c'est en 6 semaines, enfin on a les dates, en gros c'est 1 mois et demi. Pendant 1 mois et demi, il est là, et toutes les nuits, il avance ce livre. Alors, ce qui est très étrange par rapport à The Sound and the Fury, c'est que The Sound and the Fury, il y a ce monologue de Benji. On est face soi-même à comment je vais trouver, inventer cette lisibilité que je cherche, alors que ce que je dois explorer à tâtons ne produit pas de lisible. Quelque part, dans As I Lay Dying, c'est ça qu'on va renverser. Dans The Sound and the Fury, il y a ce premier monologue, et puis 3 récits qui viennent, des récits ultérieurs, qui viennent expliquer, ou pas expliquer, mais en tout cas retraverser le récit de Benji et donner une scénographie, une illusion de présence globale à cette histoire de Caddy, la disparue, et Caddy, sa fille a abandonné. Dans As I Lay Dying, eh bien, cette fois, et c'est ça qui lui donne confiance, il sait où il va. La preuve que le livre est linéaire. La mère vient de mourir, elle a demandé à être enterrée dans son bled natal. Le bled natal est à 25 km. Donc on va la mettre en bière, et comme elle veut sa belle robe pour être dans la bière, on la mettra la tête aux pieds à l'envers pour pas froisser la robe, hein, c'est logique, et puis on mettra ça dans la charrette et on partira pour les 24 km. Il y aura un incendie, il y aura la crue d'une rivière, il y aura toutes les tensions entre membres de la famille, et puis une fois la mère enterrée, le père ira faire la fête dans des lieux malfamés et s'achètera un gramophone, c'était son rêve, et retour. Donc on est dans la linéarité la plus stricte
avec une scène de départ, la mère clouée dans sa bière, mettre sur la charrette, partir. On fait une révolution littéraire avec ça? Ouais, pourquoi? Parce que là, Benji, non, on ne peut pas comprendre, on ne peut rien lui demander. Par contre, les 3 récits ensuite vont expliciter, en tout cas fabriquer cette lisibilité en disant non, on est plus près du réel par justement ce qui s'en tient, l'illisible. Et bien dans As I Lay Dying, on va faire parler tout le monde. Peut-être il y a 25, 30 locuteurs, certains qui ne parleront qu'une fois. Donc on garde ce même principe, mais au lieu de le découvrir rétrospectivement, on l'affirme d'emblée comme ce qui va accompagner, que vous allez toujours courir derrière, même si la charrette ça va pas vite, mais vous allez suivre ça tout du long de cette translation sur les 24 km avec une morte au milieu. Et le premier monologue, peut-être pour moi c'est le plus important. Un des personnages, un des fils de la morte, Darl, on a juste le prénom, Darl, Jewel, Tull, Cora. Darl est en train de traverser un champ. Il traverse le champ à 2-3 mètres de son frère. Lui, il est devant, le frère est derrière. Ensuite, il bifurque à un hangar, puis le frère qui était derrière se retrouve devant, mais ils sont toujours l'un devant l'autre. Voilà les narrations de Faulkner. Simplement, tu auras les habits, tu auras le fait que dans le champ, tu vois juste le chapeau qui passe pour savoir où est l'autre. Je prends le hangar plutôt à gauche ou je bifurque à droite. Et la révolution, elle est discrète. Le monologue il fait 1 page et demie du Pléiade. Mais simplement, il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas de réalité objective. Il n'y a pas d'un monde qui existe et d'une narration qui va le produire dans une sorte d'absolu qui est ce qui est. Non, il y a simplement un instant où l'objectivité du monde, c'est cela selon Darl. Et puis ensuite, on passe à la frangine, Cora, et ce sera une autre réalité, même si c'est le même hangar, même si c'est la même fenêtre, même si c'est le même bruit du cercueil qu'on cloue. Mais ça n'a plus rien à voir. Ensuite, on revient à Darl, et ça va continuer avec l'ensemble des personnages. Joel, Darl prend un peu ce rôle de narrateur principal. Cora revient, Joe et Darl, Tull, Hans, Darl, Peabody. Vous voyez, on multiplie à chaque fois cette diffraction des approches. Mais justement, le réel n'est plus que la diffraction de ces voix qui le parlent. Et ce n'est pas des voix orales, c'est des voix narratives complètes. C'est-à-dire, c'est des personnages installés dans ce qu'ils comprennent, ce qu'ils énoncent de leur réalité. Le réel, c'est la juxtaposition de autant de points de vue subjectifs qu'il y a de narrateurs qui énoncent chacun l'objectivité qu'est pour eux le réel. Et c'est ça, la révolution de Faulkner. Tout d'un coup, le réel a volé en éclats. Et la littérature, elle trouve sa justification, sa quête, sa légitimité dans reconstruire ce qui n'a pas d'autre existence que dans cet éclatement et le mouvement de recomposer cet éclatement. Alors il est où mon exercice dans tout ça? On y arrive, en gros c'est déjà là, quoi. Il y a un personnage quand même qui est important, c'est une chose, moi, première fois que je l'ai lu, justement, dans cette collection Penguin, là, le livre qui doit être par là, et que j'arrive pas à retrouver, c'est une espèce de coup de foudre, quoi. C'est-à-dire, Faulkner, j'en avais entendu parler pour la première fois en terminale. On avait un prof d'allemand, Claude Prévost, c'est-à-dire peut-être quelque chose à certain. Et on lisait Robe Grillet, on était familier de ce discours de forme qui peut être opaque, mais qui justement, par l'abstraction, vous emporte dans des zones jusqu'ici non atteintes de la littérature, et quand, bien des années plus tard, en 77-78, monté à Paris, quand j'ai commencé à bouquiner, évidemment, Faulkner, faut y coller. Faulkner quoi? Faulkner, le bruit et la fureur.
puis pam, tu prends ça dans la gueule. Mais qu'est-ce qu'ils y trouvent alors, Faulkner? Pourquoi Faulkner? On n'y comprend rien. Et Sound on the Ferry, je l'ai laissé de côté. As I Lay Dying, je crois que tout simplement, parce que j'avais cette histoire de lire en anglais, ça me travaillait aussi. Je commence à lire ça, bon, et puis l'histoire t'emmène, justement, parce qu'elle est simple. La morte, la charrette, et puis ce côté épique. Quelqu'un arrive quelque part, d'accord? Ben là, c'est la traversée. Don Quichotte, traversée. Ulysse dans l'Odyssée, traversée. La traversée, elle fait 20 km. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais simplement, ce Vardaman, eh bien, il est comme Benji. C'est quelqu'un qui énonce une compréhension matérielle, mais une conception qui est langage, mais qui est une sorte de langage qui ne peut pas atteindre son autoréflexivité. Et langage sans la médiation de la pensée ou sans la volonté d'énonciation. Langage qui s'établit comme matière. C'est-à-dire que Vardaman, cet enfant-là, qui reste un peu simple, d'ailleurs, au moment de l'incendie, on verra les conséquences. C'est un petit peu le Benji qui serait une sorte de trace d'un écho comme ça qui se prolongerait du Benji du bruit et la fureur à l'intérieur tandis que j'agonise. Et pourquoi j'en parle? Eh bien parce que c'est une strate langagière qui est extrêmement importante. C'est-à-dire cette espèce de strate sans médiation autoréflexive. Quelque chose qui va, dans cet éclatement de personnages qu'on va essayer de faire, qu'on va produire, eh bien, une voix, vous pouvez tenter qu'elle soit, pas la question de l'infirme, du handicap, explicite chez Benji, et explicite aussi en partie chez Vardaman, mais là aussi, nous, où on a les phrases de rêve, ou les phrases de réveil, ou nos fulgurations, ou nos mâchonnements, ou nos... en ce moment, tiens, l'ami Marc Jaja met ça, on fait une série sur Facebook, ces espèces de phrases, il appelle ça auto-hypnose, ces espèces de phrases qui ressemblent à rien, mais justement qui sont vous en profondeur. Mais le son, vous, c'est pas ce que je cherche non plus. Vous voyez, je tourne autour. Mais l'idée que Vardaman, ici, est une sorte de prolongement de Benji, mais au lieu d'être celui qui contient tout le livre, et puis ensuite, ce sera juste les traversées qui viendront éclairer la mine de l'intérieur, et bien là, il est une sorte de fil, progressivement. Et puis, dans la version anglaise, c'est ça, moi, qui avait été le coup de foudre. Vardaman, ma mère est un poisson. Vardaman, my mother is a fish. C'est-à-dire que tout d'un coup, le monologue, c'est juste une phrase. Tu peux pas aller plus loin. My mother is a fish. Débrouille-toi avec ça. Bon, allez. L'exercice. Flashback vers ce que je disais au début. On a fait un truc, on a fait deux trucs. Le troisième, il est hors de question, de la même façon, de se préoccuper de la continuité. La continuité, elle va naître, vous inquiétez pas, on va accumuler comme ça des îlots. On va continuer encore 2 ou 3 fois ces îlots séparés, ces îlots qui repartent, qui font référence quasiment à un même point source. Est-ce qu'ils sont une suite du premier texte? Non. Ils sont ce qui se génère depuis le même point source que désignait l'archétype du premier texte. Et si vous relisez votre premier texte comme une sorte de marche arrière, vous savez, dans le texte de Walter Benjamin sur l'Angelus Novus de Paul Klee, le peintre. Paul Klee nomme une toile Angelus Novus. Benjamin traduit l'ange du futur. Et cet ange du futur, dans la toile de Klee, toute fragmentée, il est projeté vers... justement, il est projeté dans le temps, mais ce qu'il regarde, c'est le point qu'il a projeté. Ce qu'il regarde, c'est l'explosion ou la catastrophe, ou en tout cas ce qu'il envoie vers ce qu'il ne peut savoir. Et le texte de Walter Benjamin, là, c'est ce qui fait pour nous du Angelus Novus de Paul Klee, cette sorte de
de symboles, projetez en arrière, relisez votre premier texte, quel qu'il soit, où que ça arrive, non pas comme un personnage qui arrive quelque part, mais lisez-le à l'envers, lisez-le comme où est le point source qui fait que j'ai dessiné ceci. Et là, vous verrez que ce point source, il est un point d'assemblage. Il est le même point qui traverse déjà le deuxième texte. Eh bien, le troisième texte va naître aussi de ce point source. Et surtout, mentalement, la difficulté, c'est ça. Ne pas chercher la cohérence, ne pas chercher la continuité, mais faire en sorte que ces îlots vont continuer de s'accumuler et nous donnent à chacune, chacun, un vocabulaire de forme. Et ensuite, ce vocabulaire de forme, on les refera, les continuités, etc. etc. Moi, j'ai pas d'inquiétude, mais ça, évidemment, c'est un peu facile de le dire. Alors, tandis que j'agonise, il y a 30 locuteurs. Évidemment, je ne vous en demande pas 30, mais est-ce qu'on ne peut pas les multiplier par 3 ou 4 ? 4, j'aimerais bien. Une sorte de quatuor à cordes. Écoutez donc un quatuor à cordes, de temps de réfléchir. C'est quoi vos quatuors à cordes préférés ? C'est ceux de Schubert, ceux de Beethoven, ceux de Giacinto Scelsi ? C'est pas important, mais moi j'adore les quatuors à cordes parce que, n'ayant pas une oreille musicale extrêmement sophistiquée, ça me permet de comprendre les architectures. C'est-à-dire, la voix séparée n'est pas évidemment dissociée de l'ensemble. Le son du quatuor à un instant rassemble les 4 voix dans quelque chose d'unique, mais on entend malgré tout le travail particulier de chaque voix dans cette formation du tout. Je m'égare un peu. Trouvez vos propres analogies, mais je sais ce qui fonctionne pour moi. Quand je dis 4, eh bien, ce locuteur, cette locutrice, qui n'a pas de nom, prénom, eh bien, ça peut être celle du premier texte. Qu'est-ce qu'il faut rajouter pour que justement ce ne soit pas de suite ? Imaginez que vous arrêtiez, point d'arrêt. C'est bizarre de mettre un point d'arrêt alors qu'on commence juste. Ouais, mais immobilité soudaine. Là, pour moi, si vous avez regardé même dans les petites fiches d'appui, c'est ce texte de Coltès qui s'appelle « La nuit juste avant les forêts ». Ça, c'est ce qu'on explorera dans l'autre versant, le versant progression. Un acteur, Yves Ferry, demande à Bernard de lui écrire un texte qu'il puisse jouer dans les arrière-salles de bistrot à Avignon sans décor. Pendant une cinquantaine de minutes, Bernard, ça fait 23 pages dactylographiées serrées. C'est une phrase qui commence avec un guillemet, tu tournais le coin de la rue, etc., et qui finit tout au bout par la pluie, la pluie, la pluie. Il n'y a pas de point final, c'est juste un guillemet qui ferme. Je ne vous demande pas de le faire, ça, mais pensez à quand même cette proposition formelle, en quoi elle nous intéresse là. Ce n'est pas l'histoire de la phrase unique, avec ses tirets, ses parenthèses, ses 2 points, ses emboîtements, mais qui est une phrase qui ne se clôt jamais. Ça, on l'a aussi travaillé par ailleurs. C'est plutôt l'idée que c'est sur un instant arrêté. Si quelqu'un était passé, j'aurais levé le bras. Et en même temps, ce que développe Bernard, c'est toutes les figures, c'est-à-dire je demande une cigarette, je demande du feu, je raconte mes histoires de chambre, je raconte cette histoire de bagarre dans le métro, etc. Donc tout est nourri sans arrêt, mais tout est nourri par rapport à un point de référencement initial de durée nulle. Et ça, je pense que vous pouvez vous en appuyer pour ce point de départ. C'est-à-dire, vous avez écrit ces 2 premiers exercices, et bien là, on se dit, on s'abstrait de la durée. Juste, on immobilise. On prend l'appareil, on fait une photo. C'est une grosse diapositive, une diapositive immobile. Tout est saisi comme ça dans le moment. Mais en même temps, vous voyez tout. Attention, pensez à Borges, vous savez, cette nouvelle qui s'appelle l'Aleph. 17 petites sphères dispersées par le monde, et chacune de ces 17 sphères, et dans le récit on est mis face à une précisément, vous pouvez voir la totalité de ce qui s'accomplit à cet instant précis, partout au monde. Et c'est ce genre de juxtaposition là, qui peut nous aider à avancer. Donc, je ne me disperse pas.
on a installé d'autres fragments de réalité. Et attention, il n'y a pas forcément beaucoup de personnages dans ce que vous avez écrit, mais si on ne les voit pas, ben là justement on va les faire apparaître. Hein. Ils sont pas loin. Pensez à Marguerite Duras dans L'amour. On est là, on est devant la fenêtre, il n'y a rien, oui, mais tout d'un coup on aperçoit un personnage qui marche auprès de la mer. Il est loin, parle pas. Mais tout d'un coup, cette simple figure qui passe au loin devient, là, justement, ce qui va être un de nos locuteurs. C'est ça, ces rouages. Alors évidemment, c'est peut-être un rêve, peut-être que je le présente trop compliqué, peut-être que je suis trop long, mais de toute façon, j'ai pas prétention là, dans ce cycle, à autre chose que ça. Être d'emblée dans une recherche et être emblée, moi je vous présente mes associations, vous trouverez les vôtres. Coltès, Borges, Duras, chacun les siennes. Ce qui serait important pour moi, c'est que cette question, point source, d'où c'est énoncé le premier texte, d'où c'est réénoncé le deuxième, eh bien c'est de ce même point source que va s'écrire le troisième. Deuxième chose, le temps arrêté. Je le fais. Pac. Le truc m'a pris la photo. Tout est visible, tout est perceptible, tout est arrêté. On n'a pas de durée. Et dans cette durée, les monologues intérieurs de tous ces locuteurs peuvent coexister. J'aimerais que vous en trouviez au moins deux. Donc avec le personnage du départ. Et il n'y a pas besoin de nom. Hein. Toujours pour l'instant, on reste à l'écart des noms, prénoms, etc. Ça, c'est de la gnognotte. Pour l'instant, on n'en veut pas. Ça fait 3 personnages. Et peut-être une voix supplémentaire qui serait la voix qui est celle de Benji dans The Sound and the Fury, ou qui est la voix de Vardaman dans As I Lay Dying. Cette voix qui est capable de dire « Ma mère est un poisson ». Bon, s'il faut plus, on en parlera plus, on échangera. Moi j'avance comme ça, cette notion d'îlot, mais cette notion d'un îlot de plus, mais un îlot où le temps est arrêté et où cette fois le personnage de départ et ce qu'il y a de possibles voix dans le deuxième avec ce qu'on ne savait pas se rassemblent dans un temps arrêté et chacun énonce sa propre réalité. Et ça, c'est la révolution de William Faulkner. Bon, Virginia Woolf aussi, j'aurais dû la nommer tout à l'heure. Le bouleversement n'est pas moindre. Je ne sais pas si vous avez regardé récemment cette vidéo du livre totalement magnifique de Cecil Varsbrot, qui a traduit les vagues de Virginia Woolf et qui décortique la promenade au phare. Comment traduire ces phrases? Et là, je pense que c'est, si je lance là cet exercice, c'est en affinité avec ce livre tout récemment paru là, de Cecil Varsbrot. Bon, ça fait beaucoup, je m'en tiens là. Mais vous savez quoi? J'en suis sûr de sûr que ça va marcher. J'en suis sûr de sûr qu'on est dans des choses avec de l'épaisseur. Il n'y a pas à craindre cette entrée dans l'épaisseur. Et s'il me fallait 30-40 minutes pour arriver à dire ça, j'ai pas perdu mon temps.